Europe 1, il est 6h44, Thomas Soto. C'est le kiosque d'Europe 1, kiosque d'entre-deux tours déjà, avec ce matin Marion Calais pour les régions, Yves Tréhard, notre éditorialiste politique, et Édouard Le Serre de l'Institut Kantar Public. Bonjour à tous. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors ce matin, il y a d'abord les journaux qui affichent les deux visages de la présidentielle, comme le titre CNews Matin, Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui se partagent aussi la une du Figaro. Mais le quotidien titre sur la droite KO et évoque une défaite historique pour la droite. Macron-Le Pen, une nouvelle donne, poursuit La Croix. Le duo de finalistes que vous retrouverez également en une de 20 minutes qui titre La dernière marche. Les jeux de mots d'ailleurs autour de marche sont légion ce matin. Ainsi Libération affiche le seul visage d'Emmanuel Macron et titre à une marche. Autre jeu de mots, on est cette fois avec la une des Échos. Macron au front face à Le Pen. Notez encore la une d'aujourd'hui en France, la sensation Macron. Et tu crois qu'il nous accordera une grâce présidentielle, demande Marine Le Pen à François Fillon sur le dessin de Rançon. Fais comme moi, soutiens-le au second tour, lui répond le candidat des faits de la droite. Et puis il y a l'Humanité qui affiche le seul visage de Marine Le Pen et ce simple mot pour l'accompagner, jamais. Plusieurs magazines, plusieurs news ont également avancé leur sortie. C'est le cas de Marianne qui titre Le Rempart sur une photo d'Emmanuel Macron, là encore, de l'Express avec ce même Macron. Il a gagné son pari. Quant à Society, il sortira demain un numéro spécial. En une, 2 bulletins de vote qui vous laissent le choix entre le bulletin marche ou le bulletin crève. Marion Calais, petit tour avec vous des unes de la presse quotidienne régionaux avec quelques particularismes. Oui, à la une de Nord Littoral qui évoque une submersion marine à Calais. Eh bien, cette une pourrait résumer à elle seule les scores du FN dans les Hauts-de-France. Plus de 30% pour Marine Le Pen, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Une vague Le Pen soulignée aussi pour la région Grand Est par le Républicain Lorrain. Plus de 27% pour la finaliste qui, en revanche, ne perce pas à Paris, comme l'écrit le Parisien ce matin. Son parti dans la capitale bloque à 5%, en baisse de plus d'1 point par rapport à 2012. La Marine Le Pen à 5% à Paris, la région parisienne où un autre score détonne. Celui de Benoît Hamon sur ses terres électorales, à Trappes dans les Yvelines, où il atteint les 24%, près de 4 fois plus que son résultat national, mais insuffisant tout de même pour être en tête, puisqu'à Trappes, le socialiste est devancé par Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France Insoumise, qui parvient aussi par endroits à créer la surprise. Il est en tête à Lille et à Villeneuve-d'Ascq, souligne Nord-Éclair. Première place aussi à Avignon, rappelle Vaucluse Matin, quand François Fillon arrive lui en tête à Nice et Jean Lassalle à Lourdios. C'est là qu'il a voté hier. 68% des suffrages recueillis dans sa commune. 68% chez lui. Et oui, le Berger candidat, 6e dans son département des Pyrénées-Atlantiques avec 7,5%, comme le souligne l'Éclair. Et puis, mieux que la participation au niveau national, et c'est 78%, j'ai trouvé ce matin dans le Maine Libre, Nové et Panon, 100%. Les 18 et 29 habitants se sont tous déplacés dans ces deux communes. Chapeau, la palme du patriotisme et du civisme donc pour ces communes de Nové et de Panon. Puis nos amis du Lab, le site politique d'Europe 1, nous signalent que Manuel Valls avait appelé les habitants de sa ville d'Évry à voter pour Emmanuel Macron. Et résultat là-bas, c'est Jean-Luc Mélenchon qui termine premier avec 34%. Et puis alors Marion, il y a les frustrés du premier tour. Ce sont les dernières nouvelles d'Alsace notamment qui nous en parlent ce matin. Oui, des électeurs de Strasbourg qui ont dû passer par la case tribunal avant d'aller voter. Arrivés à leur bureau de vote, ils ont découvert qu'ils avaient été radiés des listes électorales de Strasbourg, parfois pour non-signalement de changement d'adresse. Résultat, il leur a fallu se tourner vers le tribunal d'instance. Plusieurs dizaines d'électeurs concernés, selon les dernières nouvelles d'Alsace, et tous au final n'ont pas pu voter. Des centaines de cas également signalés à Asnières, dans les Hauts-de-France, par le Parisien. Récit du genre aussi dans les Hauts-de-Seine, par le Parisien. Et puis récit du genre aussi dans la Voix du Nord, de citoyens qui ne comprennent pas pourquoi ils ne figurent plus sur les listes électorales. Voilà pour ce panorama de la presse. Je me tourne à présent vers vous, Yves Tréhard, éditorialiste politique, et Édouard Le Serre, directeur des activités politiques et opinion chez Kantar Public. Déjà, Édouard Le Serre, on a l'impression que depuis hier soir, 20h et des poussières, tout le monde fait comme si Emmanuel Macron avait gagné. Est-ce que c'est plié ? Est-ce que finalement le deuxième tour ne va servir qu'à valider une certitude ? Alors, ce serait faire injure au système démocratique de dire que tout est déjà joué, parce que naturellement une élection c'est toujours ouvert, mais si l'on regarde ce que l'on savait des possibilités de report des électeurs de premier tour s'ils étaient face à cette offre-là. Même si Jean-Luc Mélenchon dit qu'il doit consulter sa base, et sans doute est-il d'ailleurs un peu en décalage par rapport à cette base qu'elle nous disait par rapport à l'offre potentielle d'un Macron-Le Pen. Avec toutes ces précautions-là, oui, comme très souvent, les résultats du premier tour disent ce que seront les résultats du second tour. Et oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il apparaît comme
quasiment impossible. Il faudrait vraiment un bouleversement, quelque chose de très particulier qui se passe entre ces deux tours. Mais si l'on regarde le paysage politique tel qu'il existe aujourd'hui, les électeurs tels qu'ils ont intention de se comporter, eh bien oui, aujourd'hui, on peut dire que le second tour de l'élection présidentielle... Il n'y a pas de suspense pour vous. Non. Il n'y a pas de suspense. Yves Tréhard, en tout cas, politiquement, c'est un coup de maître pour Emmanuel Macron. Il a créé son mouvement le 6 avril 2016 et le 7 mai 2017, il va peut-être, sans doute, nous dit Édouard Leclerc, pousser les portes de l'Élysée. Oui, il y a 3 faits marquants dans cette élection présidentielle, dans ce premier tour en tous les cas, et l'un des faits marquants majeurs, c'est effectivement la qualification et l'arrivée en tête d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il y a 2 ans et demi, était un garçon inconnu. C'est quelqu'un de très jeune et... généralement, en France, on aime bien les gens qui ont de l'expérience, une autorité éprouvée. Et Emmanuel Macron, 39 ans, fait encore mieux que Valéry Giscard d'Estaing en 1974. Troisièmement, il n'avait pas de parti. C'est quelqu'un qui part de rien du tout, qui a constitué une espèce de mouvement qui s'appelle En Marche il y a 1 an. Et puis, la 4e chose pour Emmanuel Macron qui est incroyable, c'est que il prend un peu partout, c'est-à-dire qu'il prend à gauche, ça c'est de façon très évidente, mais il prend aussi à droite, et il est sur un point d'équilibre, avec un discours très européen, à l'heure où justement l'Europe est très impopulaire. Est très impopulaire dans une partie de la population. Alors, c'est quand même assez étonnant. Ça n'est pas tout à fait vrai que l'Europe est très impopulaire. Alors, il faut s'attendre de toute façon à ce que des chiffres sur... le rapport des Français à l'Europe soit utilisé tout au long de cet entre-deux tours. Parce que naturellement, je suis d'accord, ça va être un élément très structurant de cette campagne. Pourtant, si l'on regarde les résultats que l'on connaît des Français à l'égard de l'Europe, j'allais dire que vous pouvez trouver ce que vous voulez. Vous pouvez très bien dire, oui, il y a seulement un quart des Français qui est favorable à l'Europe. Si vous oubliez que la question derrière laquelle il y a ce quart, c'est une question de confiance faite aux institutions européennes. Vous pouvez trouver une chose plus équilibrée si vous avez en tête l'idée que quelle image avez-vous de l'Europe ou de l'Union européenne, et vous avez un tiers des Français qui en a une bonne image, un tiers des Français qui en a une image plutôt mauvaise, et un tiers qui est un peu entre les deux. Et puis, vous pouvez très bien avoir aussi l'idée qu'il y a de 3/4 aux 2 tiers des Français qui disent « Moi, l'Europe, c'est l'endroit où je pense que la France est la mieux située, la mieux posée pour pouvoir préparer l'avenir. » Donc, il faut faire attention. Le rapport des Français est compliqué, il est complexe à l'Europe, mais pour autant, il n'est pas complètement négatif. Mais en tout cas, c'est vrai que ça va être un des éléments structurants avec cette idée de nation, de patrie et sans doute de souveraineté. Édouard Leclerc, Yves Tréhard disait que Emmanuel Macron prenait en bonne partie à gauche. Lui, il se positionne comme un candidat ni droite ni gauche, ou et droite et gauche. Pour vous, les sondeurs, il est où Emmanuel Macron? Est-ce que vous le situez sur l'échiquier politique? Ou est-ce qu'il a réussi là aussi son pari? Oui, c'était une des choses très intéressantes qu'on connaissait d'ailleurs avant ce premier tour, lorsqu'on demandait aux Français de positionner Emmanuel Macron. Eh bien, il le positionnait très exactement au centre. C'est-à-dire qu'on leur demandait de le positionner sur une échelle gauche-droite. Il le positionnait au centre. C'était d'ailleurs intéressant et c'est sans doute un des éléments du succès. Il a réussi à agréger cet espace qui s'était fabriqué pour lui. En quelque sorte, l'offre politique de ce premier tour de l'élection présidentielle avait positionné à sa gauche un candidat un peu plus à gauche que d'habitude, à sa droite un candidat un peu plus à droite, nous disaient les Français, en les positionnant encore une fois sur une échelle. Et donc cet espace-là, il l'occupait. En plus, il s'y trouvait. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois une concordance entre un espace libéré et le positionnement qu'il se donnait, qu'il donnait à sa candidature. Yves Tréhard, je regarde la une de votre quotidien que je citais tout à l'heure, Le Figaro. La droite chaos, c'est aussi un des faits majeurs de ce premier tour. François Fillon a emporté son camp avec lui. Oui, alors c'est évidemment le fait majeur, puisque jamais sous la Ve République, la droite républicaine n'avait pas été qualifiée pour le second tour. Qu'est-ce qui a joué chez François Fillon? Évidemment, on ne va pas le nier, les affaires, les casseroles qui l'ont considérablement lesté, puisque malheureusement, il n'a pas pu se débarrasser malheureusement pour lui, il n'a pas pu se débarrasser de ces affaires-là. Mais il n'y a pas que ça, à mon avis. Il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a aussi la présence d'un autre candidat qui lui a fait du tort. Alors peut-être justement les affaires ont profité à ce candidat, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Il ne faut pas oublier 4,75%, pas très loin de 5%, et qui il y a 5 ans faisait un beaucoup plus petit score que ça, parce que je crois qu'il était à moins de 2%. Donc Nicolas Dupont-Aignan a sans doute recueilli des électeurs déçus par François Fillon. Et puis il y a un troisième point qui est quand même très important. Souvenez-vous, c'est que François Fillon
avant même le début de ces affaires fin janvier, eh bien, avait été considérablement embarrassé par son programme, certains points de son programme qui déplaisaient à une droite, on va dire, populaire, qui n'entendait pas ce discours très libéral qu'il avait, notamment sur le plan de la protection sociale. Et ça a détourné de son électorat, je dirais, naturel et spontané, beaucoup de monde, beaucoup de Français modestes qui ont eu peur et qui se sont dit « Oh là là, on va vers une privatisation de notre protection ». Édouard Leclerc. Oui, je reviens sur ce que disait Yves à propos de Nicolas Dupont-Aignan. C'est vrai que c'est assez frappant de voir que sa progression en nombre de voix par rapport à 2012 correspond peu ou prou à l'écart qu'il y a aujourd'hui entre François Fillon et Marine Le Pen. Donc si les choses étaient restées de ce côté-là stables par rapport à 2012, mais c'est vrai qu'il a aussi fabriqué cela. C'est ce qui s'est passé autour de lui, autour de sa personnalité, autour de son positionnement. C'est vrai que cet écart-là aurait permis de réduire celui avec Marine Le Pen. C'est un des éléments d'explication absolument fort. Il faut aussi se souvenir, on n'en a pas parlé, de cette participation quand même. C'est un élément qui est intéressant. Qui est un tout petit peu inférieur à celle du premier tour de 2012, mais que voilà, on est dans les mêmes eaux à peu près. Oui, franchement, on est vraiment dans les mêmes eaux. On est en gros dans la moyenne de ce que sont les éléments de participation à un premier tour d'élection présidentielle. C'est à peu près 20% l'abstention sur l'ensemble des premiers tours de la présidentielle sous la Ve République. C'était plutôt à 22% cette abstention. Donc on est vraiment sur les élections depuis 2000, depuis 2002. Là, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a eu le sentiment que les Français avaient hésité à se rendre aux urnes. Finalement, ils y sont allés et ils y sont allés aussi pour reproduire un petit peu ce que l'on avait vu dans l'opinion. On n'a pas eu de vraies grandes surprises hier soir. Et on n'a pas eu de vraies grandes surprises avec les sondeurs. Vous avez été beaucoup attaqués, vous avez été beaucoup suspectés. Vous avez vu juste les uns les autres. En fait, on a eu hier soir ce que les uns et les autres annonçaient dans les sondages ces derniers jours. Je ne vais pas faire une marche arrière en disant qu'on a vu juste. Ça voudrait dire que ce que j'ai dit sur le fait que nous n'étions pas prédictifs et que nous donnions une image au moment où nous la faisions de ce qu'était l'état de rapport de force dans la politique française. Mais c'est vrai que les derniers sondages publiés sont assez proches de ce qu'a été le résultat final. Il n'y a pas eu de ce point de vue-là de grands bouleversements. Yves Tréhard, un dernier mot s'il vous plaît sur le Parti Socialiste, parce que les Républicains ne sont pas en très bon état. Le Parti Socialiste, il est laminé par Jean-Luc Mélenchon. On a Benoît Hamon qui est à peine au-dessus de 6%. Peut-il se relever ? Non, alors le Parti Socialiste ne va pas disparaître. On annonce sa mort régulièrement, mais le Parti Socialiste va devoir se reconstruire. Autour de qui et avec qui? Ça, c'est la grande question, la grande interrogation qui va. C'est la même question à droite d'ailleurs. Autour de qui, c'est exactement la même question à droite. Alors, ce qui est sûr à droite, si vous voulez, c'est que François Fillon va avoir du mal à porter, en tous les cas, ne serait-ce qu'à court terme, ce parti aux élections législatives. Et il est sûr que d'ici là, beaucoup d'eau vont couler sous les ponts. Pareil pour le Parti Socialiste. On ne voit pas comment Benoît Hamon, ni Jean-Christophe Cambadélis d'ailleurs, qui a été très, très muet pendant cette campagne électorale, pourra faire quelque chose. Mais c'est un des faits marquants aussi, c'est que les deux partis de gouvernement, les deux partis républicains de gouvernement à gauche et à droite, sortent de cette compétition et que ce sont deux personnalités qui n'ont pas vécu de primaire. C'est aussi l'échec total des primaires, cette élection présidentielle, c'est eux qui arrivent à se qualifier pour le deuxième tour. Merci beaucoup à vous Yves Tréhard, merci également Édouard Leclerc, directeur des activités politiques et opinions chez Kantar Public.